Bonjour à toutes et à tous. Je remercie l'ensemble des participants pour notre webinaire Instant Capacité. Donc, quelques consignes pour commencer. Merci aux participants de garder leur caméra et leur micro fermés pendant les interventions. Et du coup, vous pouvez poser vos questions sur le chat et on reprendra ces questions à la fin du webinaire, après les interventions, pour l'ensemble des intervenants. Ce webinaire est enregistré et donc sera visible sur notre site internet en replay. Donc voilà pour les quelques consignes techniques. Notre webinaire aujourd'hui est sur le thème des nouveaux métiers de la santé. Alors, pour introduire ce webinaire, les tensions démographiques au niveau des médecins nécessitent aujourd'hui que ces derniers puissent centrer leur activité sur une approche clinique, même si la dimension relationnelle reste bien entendu importante dans la prise en charge des patients. Les pratiques sont également de plus en plus pluriprofessionnelles et s'inscrivent donc au sein d'une équipe où il y a un véritable décloisonnement et une répartition partagée des rôles et des responsabilités. Cependant, ces nouveaux métiers sont encore mal connus, d'où l'intérêt des témoignages qui vont suivre aujourd'hui. Donc, pour notre webinaire Instant Capacité à la découverte des nouveaux métiers, je remercie l'ensemble des intervenants d'avoir accepté d'intervenir. Donc, on commencera les interventions avec Stéphanie Roveda, qui est infirmière en pratique avancée, et Jean-François Guélaget, qui est coprésident infirmier également en pratique avancée et coprésident de l'association Résipa BFC. Nous poursuivrons avec Anne Lebonnois, qui est assistante médicale. Et donc, normalement, on aura la présence aussi de Aline Beuret, déléguée de l'assurance maladie sur le dispositif des assistants médicaux. Et nous terminerons avec nos deux médiateurs santé de la CPTS, qui sont Linda Djerbal et Julien Legrain. Donc, pour commencer, je laisse la parole à Stéphanie Roveda pour témoigner voilà, de l'infirmière en pratique avancée. Merci Stéphanie. Merci à vous. Bonjour à tous. Euh, Comme il vous l'a été indiqué, je vous présente aujourd'hui le métier d'infirmière en pratique avancée. Brièvement, et Monsieur Guélanger va euh, réajuster derrière moi s'il le faut. Donc, la présentation d'infirmière en pratique avancée, donc c'est un décret qui a été conduit en 2018. Donc, le métier est vraiment tout récent avec deux décrets associés qui ont été modifiés. Le premier en 2021 pour faire place à une mention urgence qui n'était pas présente au départ de l'exercice infirmier. Et puis donc le dernier décret qui est plus que récent, donc de janvier 2025, relatif aux conditions d'accès direct, puisque auparavant il était question que l'infirmier en pratique avancée travaille sous protocole de coopération avec les médecins. Et aujourd'hui, dans certaines conditions, bien entendu, l'exercice de pratique avancée est autorisé par un accès direct des patients. Voilà. Le contenu de la formation, brièvement, donc c'est une formation pardon, qui se prépare sur 2 ans, donc en Grand Master à l'Université de médecine. Pour ma part, c'était l'Université de médecine de Besançon, voilà, qui a une alternance cours en présentiel, hein, donc sur 15 jours ou distanciel, bien sûr. Donc, sur un mois il y a 15 jours de cours et 15 jours d'activité professionnelle que vous pouvez conserver. Donc, la première année, 402 heures de formation, donc qui intègre de la sémiologie clinique avec les deuxièmes années de médecine, des sciences humaines, donc les fondements et les concepts de la pratique avancée, également de l'anglais pour effectivement travailler sur des recherches scientifiques. La deuxième année, c'est à ce moment-là où on choisit des spécialités qui sont donc mention pathologie chronique et stabilisée, psychiatrie et santé mentale, oncologie, hématologie, et puis maladie rénale chronique. Et la dernière mention qui a été mise en œuvre est la mention urgence.
Au cours des 2 années donc de formation, vous avez un stage de 2 mois, la première année, un stage de 4 mois la deuxième année qui peut être, effectué, en MSP, en structure, médico-sociale, en structure hospitalière ou en EHPAD. Voilà. Donc, brièvement, le périmètre d'exercice de l'IPA, donc, avec un axe bien sûr, bien défini sur, pour ma part, le suivi des pathologies chroniques qui sont mis en évidence ici, AVC, maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, l'insuffisance respiratoire chronique, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer et autres démences. Et puis, la mise en lumière d'évidemment tout un versant de dépistage et prévention très important aujourd'hui. Et la plus-value donc de l'IPA et la prescription médicale, le renouvellement des ordonnances avec à la clé l'examen clinique. Donc voilà. Et pour être concret, voilà, j'ai préparé un cas pour que vous puissiez voir un petit peu comment on organise donc la prise en charge IPA avec un cas clinique de neurologie d'un monsieur qui a une pathologie de Parkinson avec des antécédents d'hypertension, la mise sous traitement, vous voyez l'évolution de la pathologie. Donc ça, c'est ce qui est indiqué dans dans le compte-rendu du neurologue adressé à l'IPA, et puis avec une demande voilà, de prise en charge du patient avec des préventions des chutes, fausses routes, évaluation de la mémoire et peut-être de l'ergothérapie. Donc l'idée avec le neurologue avec lequel je travaille aujourd'hui est de refaire un bilan complet avec une anamnèse sur les antécédents médicaux, les symptômes que le patient ressent actuellement, l'évolution qu'il peut ressentir des symptômes et puis la bonne tolérance du traitement. Le patient, lors de ma prise en charge, présentait une hypertension. Euh, donc ça, c'était sur l'examen clinique. J'ai procédé effectivement à un examen clinique un petit peu plus standard sur la cardiologie, les examens pulmonaires, si le patient présentait d'autres symptômes associés. Et effectivement, ça me permet de découvrir au fur et à mesure de la consultation que la pathologie de Parkinson n'est pas la seule en œuvre, mais elle est associée à une pathologie cardiaque qui, en fait, est complètement induite dans son quotidien puisque ça l'empêche de se mettre en mouvement. Donc voilà, on a aussi une orientation globale spécifique en neurologie avec l'évaluation des mouvements, les observations des bradykinésies, pardon, l'évaluation des postures. Mais ça permet d'avoir une évaluation globale du patient et puis de mettre des objectifs et puis des conduites à tenir pour justement améliorer le quotidien de la personne. Donc, et les objectifs et la prise en charge IPA aujourd'hui, voilà, elle a été de faire une ordonnance pour l'infirmière libérale pour une évaluation de mesures tensionnelles qui a retourné de façon très rapide le fait qu'il y ait une hypertension notable, ce qui m'a permis de réajuster le traitement avec bien sûr l'aval du médecin traitant et même du cardiologue, parce que pour avoir eu des difficultés à contacter, j'ai contacté les deux praticiens pour le coup. Et puis, de la prise en charge globale, une demande de centre de rééducation pluridisciplinaire a été effectuée. En attendant la prise en charge pluridisciplinaire, une ordonnance de kinésithérapie a été mise en place pour que le patient puisse faire un réentraînement à l'effort, que ce soit au niveau de sa maladie Parkinson ou au niveau de son problème cardiaque. Et puis le patient est revu après dans 3 mois pour faire un bilan de mémoire et puis continuer la prise en charge. Donc là, vous avez vraiment en fait le versant
technique un petit peu de la prise en charge d'une IPA, du moment où le praticien le dirige jusque bah, la continuité des soins et puis à l'amélioration, on va dire, de la condition de vie de la personne. Voilà. Merci de votre attention. Merci Stéphanie. Donc, avant de reprendre un petit peu ensemble pour l'IPA, je vais laisser Jean-François déjà voilà, nous parler du parcours IPA. Et après, j'aurai peut-être quelques questions. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Guélager, donc je suis vice-président du RISIPA Bourgogne-Franche-Comté. Merci Stéphanie pour cette belle présentation et merci à la CPTS de Besançon pour l'invitation. Concernant les IPA en Bourgogne-Franche-Comté, je vais faire rapidement un état des lieux. On a exactement 156 IPA étudiants ou IPA en Bourgogne-Franche-Comté, dont je dirais un quart à peu près sont en médecine de ville, soit salariés des maisons de santé ou soit libéraux. Également, aujourd'hui, on a par promotion, que ce soit à Dijon ou à Besançon, qui sont les deux seuls centres de formation à l'UFR Santé de notre région, en moyenne 20 étudiants par promo par an. Voilà. Ensuite, concernant le parcours, alors c'est vrai que l'on conseille à travers le réseau IPA, qui est l'association IPA de Bourgogne-Franche-Comté, de se faire accompagner par soit un médecin, soit un IPA déjà diplômé, parce que il y a des conditions pour rentrer dans la formation, donc à savoir, il faut un projet. On ne peut pas devenir IPA comme ça en disant je veux faire IPA, même si c'est valable, évidemment. Il faut également avoir un projet, notamment de collaboration avec des médecins, que ce soit des médecins hospitaliers ou bien des médecins en ville. Un projet qu'après qu'on présente à l'ARS qui conditionne une aide qui est à hauteur de 20 000 euros pour 2 ans. L'assurance maladie aussi, ben, je crois qu'ils sont là, ils en parleront peut-être mieux que moi. Depuis un an, approximativement, donne environ, sauf erreur, 20 000 euros également, mais que pour les infirmiers libéraux qui peuvent attester d'avoir fait 6 mois de libéral avant d'entrer en formation. Et puis enfin, pendant la formation, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que quand on rentre en formation, on apprend des choses et ça change aussi peut-être le projet initial, donc c'est toujours quelque chose à réajuster, d'où encore une fois l'importance de se faire accompagner. Et après le diplôme, une fois qu'on est diplômé et qu'on veut revenir dans notre service ou bien revenir dans notre maison de santé ou notre cabinet, également, il faut préparer l'implantation peut-être 6 mois avant pour dire, bah voilà, dans 6 mois, j'ai fini, très concrètement, sur des cas concrets comme nous a présenté Stéphanie. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Quels sont vos besoins? Donc, quand je dis les besoins, ce sont autant au niveau des médicales, voire paramédicales que les patients. Excusez-moi, je suis grippé. Et enfin, il faut savoir également qu'il est possible d'avoir ce qu'on appelle une aide à l'installation. Dans les zones FRR, qui sont les zones défiscalisées, c'est 42 000 euros sur 2 ans. Et dans les zones non FRR, c'est 27 000 euros sur 2 ans. Et je terminerai par dire que dans le cadre d'une maison de santé, il y a possibilité via l'ACI, si l'IPA fait partie des 2 journées de santé publique annuelles et également des 8 protocoles, d'avoir 5 800 euros en plus pour la maison de santé, avec l'implantation d'une IPA, encore une fois, dans la collaboration des 8 protocoles et des 2 journées de santé publique. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta demande, Sabrina? Très bien, merci Jean-François. Alors, moi, je vais quand même poser deux petites questions. Stéphanie, vous étiez donc infirmière libérale auparavant. Enfin, pour vous, aujourd'hui, vous exercez en IPA. Quelle est la plus-value? Quelle différence vous voyez entre votre exercice libéral d'infirmière et aujourd'hui d'infirmière en pratique avancée? Ben, la différence, elle est surtout effectivement, donc comme vous l'avez dit, j'ai été infirmière libérale pendant 10 ans. Je suis implantée aujourd'hui en tant qu'IPA libérale. Alors, on parlera sûrement de la complexité quand même voilà, de la mise en place de l'IPA libérale. Dans la fonction, là où effectivement j'avais des difficultés aux recours médicaux, aujourd'hui, sachant que je n'exerce plus en tant qu'infirmière libérale, donc je ne fais plus d'actes infirmiers, hein, je fais vraiment de la consultation et je travaille beaucoup en collaboration avec maintenant mes collègues infirmiers libéraux. Donc, bah, la réelle plus-value, elle est l'examen clinique, hein, avec effectivement la possibilité d'émaner les ordonnances en regard effectivement de mes possibilités.
Et puis, elle est aussi dans la coordination du parcours de soins du patient. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément clé, que ça soit sur le territoire ou dans le lien ville-hôpital. C'est vraiment quelque chose voilà, qui voit qu'on est en constant développement sur différentes pathologies et des accès différents sur l'hôpital pour justement dans un premier temps, désengorger un petit peu là où c'est des situations très complexes en ce moment sur les urgences, par exemple, et puis être disponible au sein de la population, effectivement, pour du suivi standard et puis stabilisé comme l'est prévu dans le décret. Voilà, après s'ajoute aujourd'hui effectivement, je pense que c'est un métier qui est récent et comme l'a souligné Jean-François Guélanger, il y a beaucoup de réajustements à mettre en œuvre, que ce soit au niveau de la formation, hein, parce qu'on en apprend tous, voilà, on arrive à s'organiser différemment, à faire intervenir d'autres personnes et que ce soit au niveau de la formation ou au niveau ensuite de l'installation et de la profession, je pense qu'il y a tout continue à se mettre en place et à évoluer. Et ça ne peut être que de la plus-value pour nos patients. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je rappelle hein, que vous pouvez vous poser les questions dans le chat et donc je les reprendrai à la fin. Jean-François, peut-être annoncer aussi qu'il y a une journée annuelle des IPA et puis la date et le lieu pour cette année. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que l'association Réseau IPA s'est créée il y a maintenant 4 ans. Nous avons exactement 144 adhérents à jour de cotisation, donc la grande majorité des IPA. Et dans ce cadre-là, on aimerait promouvoir la pratique avancée infirmière et on a décidé de faire en effet des colloques, congrès annuellement. L'année dernière, c'était à Auxerre. Cette année, ça sera à Dole le 6 novembre. Et ce sera sur justement, ça tombe bien, la collaboration médicale, paramédicale et IPA cette année. Donc, l'objectif, c'est de présenter des collaborations qui marchent sur notre région Bourgogne-Franche-Comté entre une sage-femme, une IPA, un médecin, une IPA ou un IPA. Donc, je vous invite tous, n'hésitez pas à venir à à ce congrès. Et on va commencer à communiquer en effet sur ce congrès à venir dans les 2 mois à venir. Voilà. Mm. Merci. Merci à tous les deux pour votre présentation pour les IPA. Donc, on va passer à la présentation pour les assistants médicaux. Et donc, on a Anne Lebonnois, excusez-moi, Anne Lebonnois qui va intervenir pour témoigner de son rôle d'assistante médicale. On vous écoute, Anne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, moi je suis assistante médicale avec un seul médecin généraliste, donc en maison de santé, et ça fait 4 ans maintenant que j'exerce ce métier. Auparavant, j'étais secrétaire médicale pour le cabinet dans lequel exerce le médecin. Donc je vais vous parler un peu en général, j'ai fait un petit diaporama sur l'assistance médicale, du coup. Donc le financement, je ne vais pas y revenir plus longtemps parce que je pense que la représentante de la CPAM va faire avec plus de détails. Donc soit vous avez un contrat avec la Sécu, soit vous pouvez vous-même autofinancer votre assistant, votre assistante. Le salaire, alors ça c'est pareil, c'est en fonction un peu de la formation, de l'expérience et puis du médecin qui vous embauche. Voilà, compris dans l'échelon 5 à 9 selon la convention collective du personnel des cabinets médicaux, pour les assistantes médicales qui sont salariées d'un médecin qui est libéral, quoi. Après, ceux qui sont en hospitalier, je sais pas comment ça se finance. Au niveau de l'embauche, donc vous pouvez soit embaucher votre secrétaire qui était déjà présente dans votre cabinet. Par contre, il faut en échange réembaucher quelqu'un d'autre à sa place. Une personne extérieure qui est déjà formée ou une personne extérieure qui n'est pas encore formée, sachant que la formation qui dure maintenant 9-10 mois, je crois, est à faire avant la fin de la 3e année d'embauche. Donc c'est vrai que moi, j'ai fait ma formation la 3e année. J'ai trouvé que c'était un plus-value par rapport à celles qui ont fait leur formation en tout début d'embauche,
parce que bah, j'avais déjà, comme c'est une formation par alternance, hein, c'est 2 jours en cours, 3 jours avec le médecin, excusez-moi. Euh, J'avais déjà un peu d'expérience et les cours m'ont été plus bénéfiques dans le sens où j'avais pas mal de questions, pas mal d'attentes sur la formation, que les autres découvraient tout, quoi. Donc la formation, ça dépend après d'où vous venez. Si vous étiez avant secrétaire, c'est une formation complète, un CQP. Si vous étiez infirmière ou aide-soignante, c'est une formation partielle, une formation des acquis d'expérience en fonction de vos diplômes précédents. Alors, le rôle de l'assistante médicale en lui-même, donc par rapport au médecin, en fait, c'est un rôle plus administratif que l'IPA. L'IPA a vraiment un rôle médical, l'assistante a plus un rôle administratif. Donc, c'est un peu soulager, en fait, le médecin de toutes les tâches administratives qui peuvent faire perdre du temps médical. Donc, selon le référentiel, on apprend à suivre le parcours santé du patient. Donc, on apprend en fonction des pathologies du patient, quel spécialiste il faut qu'il voit, sous quelle fréquence. On connaît un peu toutes les, comment on dit, voilà, les frottis, les choses comme ça, à quelle fréquence il faut les faire, les vaccins aussi. On sait étudier le livret vaccinal pour savoir les vaccins qui manquent. Voilà, donc ça, on aide un peu le patient. Même les patients qui ont du mal à prendre des rendez-vous, des choses comme ça, on peut aussi les aider. Ou les rendez-vous en urgence, appeler les spécialistes pour éviter que ce soit le médecin qui appelle. En fait, appeler nous-mêmes le spécialiste pour demander les rendez-vous en urgence. Donc on a l'accueil, la prise en charge administrative du patient. Donc ça, après, ça dépend un peu du médecin aussi, de l'organisation qu'il veut faire, parce qu'en fait, chacun s'organise comme il veut. Donc ce qui est idéal, c'est de commencer à voir le patient avant que le médecin le reçoive pour mettre à jour le dossier patient, récupérer les documents administratifs à mettre dans le dossier, renseigner les antécédents médicaux pour que le dossier soit à jour, les correspondants médicaux, et commencer aussi à prendre les constantes, les mesures. Et puis après, en général, le médecin voit le patient sur la prise en charge médicale. Et alors, selon si on est dans le bureau avec le médecin ou si on ne l'est pas, enfin moi quand je suis avec le médecin dans le bureau, je prépare les ordonnances. Enfin, il dit tout à voix haute ce qu'il fait avec le patient. Et moi je prépare les ordonnances, je prépare les courriers pour les spécialistes, je fais la cotation, l'encaissement. Enfin voilà, donc le médecin comme ça peut se concentrer que sur le patient et la partie médicale de la consultation. On apprend aussi la gestion du risque contaminant, les procédures de sécurité sanitaire. Donc ça, après, c'est aussi faire la stérilisation du matériel, enfin savoir les péremptions, savoir comment on conserve le matériel et tout ça. Et l'assistance opérationnelle au médecin, au praticien, c'est ce que je disais un peu avant. Donc être avec lui dans le bureau pour l'aider au niveau administratif et même au niveau opérationnel. Donc quand il y a un soin à faire, moi mon médecin fait souvent des infiltrations, de la mésothérapie, des choses comme ça. Et je désinfecte avec les protocoles qu'il m'a donné. Il fait son acte et après je fais le pansement avec lui, hein, bien sûr, et voilà pour l'aider au niveau opérationnel pendant la consultation, ce qui lui permet lui de se concentrer plus sur le patient, discuter avec le patient, par exemple pendant que je désinfecte, pour vraiment avoir plus de temps avec le patient au niveau médical. Donc l'organisation pratique, voilà, c'est un peu comme vous pouvez faire et comme vous voulez faire. Nous, on a 2 bureaux différents. Moi, j'ai un petit bureau dans lequel je reçois les patients pour tout ce qui est mise à jour du dossier médical. Je fais aussi pas mal avec eux les dossiers administratifs, donc les dossiers via trajectoire, les dossiers MDPH, les demandes d'APA, les téléexpertises aussi, le lien avec les spécialistes. Et le médecin, du coup, a son bureau et quand il a besoin de moi, en général, pour les personnes âgées, les patients, les enfants, quand il y a des demandes de téléexpertise, quand il y a des soins spécifiques à faire, là, il me demande de venir avec lui dans le bureau pour l'aider. Donc, les horaires de l'assistante, l'idéal, c'est d'être calqué un peu sur ceux du médecin pour être là quand il a besoin. Et nous, on prévoit aussi un temps de communication, un quart d'heure, une demi-heure tous les matins et tous les débuts d'après-midi pour
voir comment on organise la journée, voir quels patients pour lesquels il veut que je sois là. Et aussi, ben, quand je fais des dossiers d'admission, des dossiers administratifs, pour les valider ensemble, parce que je valide rien. Moi, voilà, je prépare, je mets en place, je récupère tous les documents qu'il faut et après le médecin relit et valide. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous laisserai voir avec le chat. Merci beaucoup pour votre attention aussi. Merci à vous, Anne. Donc, avant de poser les questions, on va laisser la parole à Madame Aline Beuret de la CPAM qui pourra compléter peut-être à la fois, tout d'abord, assistants médicaux et peut-être IPA par rapport à l'intervention de tout à l'heure. Donc, on vous écoute, Madame Beuret. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aline Beuret, je suis déléguée de l'assurance maladie et j'interviens en particulier sur tout ce qui est CPTS Loup-Lison et également auprès de quelques professionnels du secteur de Besançon et alentours. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du dispositif assistant médical versant assurance maladie. Donc voilà, dans un premier temps, je vous ai mis ici les critères d'éligibilité à l'aide à l'emploi d'un assistant médical. Donc tous les médecins libéraux secteur 1 ou secteur 2, avec ou sans Optam et Optamaco maintenant, à l'exception donc des radiologues, des radiothérapeutes, des stomatologues, des anesthésistes, des anatocytopathologistes et des médecins nucléaires. Également, les chirurgiens sont éligibles au dispositif avec bien sûr un seuil minimum de Codact qu'ils doivent réaliser voilà, pour avoir un seuil minimum d'obtention des critères. Alors ici, je vous ai remis les aides que nous, Assurance Maladie, on met à disposition donc, des médecins qui embauchent. Alors, suivant, si dans un premier temps, l'option se fait en mi-temps, puisque l'assistante médicale ou l'assistant médical peut être embauché à mi-temps. Donc, avec ici, la première année, vous avez l'assurance maladie participe à hauteur de 19 000 euros. La deuxième année, 14 000 euros. La troisième année et les suivantes, 11 000 euros. Pour ce qui est une option à temps plein, donc c'est-à-dire que l'assistant médical travaille exclusivement auprès du médecin. La première année, c'est 38 000 euros. Deuxième année, 28 000 euros. Et troisième année et les suivantes, 22 000 euros. Alors, ici, je vous ai remis une calculatrice que vous pourrez, c'est des simulateurs que vous retrouvez sur amélie.fr pour que vous puissiez vous rendre compte, puisque comme nous participons à l'embauche de l'assistant médical et que cet assistant médical vous dégage du temps administratif, vous avez une obligation d'augmenter votre patientèle, qu'elle soit patientèle médecin traitant ou patientèle file active. Donc avec ce simulateur, cette calculatrice, vous pourrez indiquer le nombre de patients que vous avez vus, le nombre de patients que vous avez en médecin traitant et suivant l'option que vous choisissez, le nombre de patients que vous avez à augmenter, et ceci au bout des 3 premières années. Ensuite, nous allons, nous, assurance maladie, regarder si les objectifs que nous avons fixés ensemble sont atteints ou non atteints. Donc nous, les délégués de l'assurance maladie, nous sommes à disposition des médecins avec, voilà, pour pouvoir regarder ensemble l'évolution de l'atteinte des objectifs. Et ici, on vous a remis, donc par exemple, objectif file active, si le pourcentage que nous avons défini lors de la signature du contrat est atteint, si l'objectif patientèle médecin traitant est atteint, vous avez 100% de l'aide. Pour les assistants médicaux. Ensuite, ici, voilà, on vous a remis à chaque fois, il faut le lire par tableau, donc file active, médecin traitant et la part de l'aide. Et à chaque fois, c'est par ligne que vous devez lire si c'est atteint ou non et ce que nous vous versons. Je
Je vous ai remis ici, pour compléter ce que Madame Le Bonnoy avait déjà expliqué, les formations, voilà, qui sont, surtout qui est obligatoire et je tenais à préciser, depuis quelque temps l'obtention du CQP, est au bout des 2 années suivant la signature du contrat. Voilà, c'est plus les 3 ans comme, madame Le Bonnoy a pu bénéficier, c'est surtout au bout de la 2e année, après la signature du contrat, que l'assistant médical doit avoir effectué sa formation et obtenu, son CQP. Voilà. Je vous ai remis ici, l'organisme de formation du secteur. Donc, c'est l'AFML et c'est Dopamine. Et ici, vous avez donc l'adresse mail que vous pouvez utiliser pour contacter donc Dopamine pour obtenir diverses informations hein, concernant la formation. Voilà. Et également, vous avez donc différents supports qui sont disponibles, donc surtout sur amélie.fr. Vous avez des vidéos de présentation. Le remis que nous, délégués d'assurance maladie, nous remettons aux professionnels de santé qui sont intéressés. Donc, c'est une brochure qui récapitule tout ce que je vous ai présenté dans le diaporama. Et également, donc toujours sur amélie.fr, notre simulateur, c'est notre calculatrice de tout à l'heure. Et là, également un témoignage d'un assistant médical au niveau national. Voilà. Et nous, délégués d'assurance maladie, nous sommes toujours disponibles pour pouvoir vous aider à choisir au mieux le taux d'embauche de votre assistant médical, vous guider, voilà, pendant toute la durée du contrat. Je voulais également préciser, je ne me rappelle pas si madame Le Bonnoy l'a dit, mais la durée de formation, c'est 266 heures contre 384 auparavant. Donc la durée a été réduite, mais pas pour autant, la qualité et surtout le nombre de choses qui sont mis en place dans la formation. Voilà. J'étais aux 384 heures, moi, du coup. C'est Voilà, vrai donc qu'il y a des choses, je pense, qu'on dû être scindées en... enfin, on a trouvé qu'il y a des choses qui étaient un peu redondantes et je pense que ça a dû être... revu, voilà, ça a été ouais. revu, mais pour autant, vous êtes tout aussi bien formés, voilà, que madame Le Bonnoy l'a été, avec moins d'heures, Oui, effectuées. Voilà. Ça a été, voilà, allégé, on va dire. oui, oui, c'est aussi bien, je pense. Voilà et en même temps, je voulais aussi préciser que par rapport aux critères, soit donc aide-soignant, hein, les critères d'embauche, soit infirmier, soit secrétaire médical, soit un autre profil avec un niveau bac +4, donc un niveau 4, donc c'est baccalauréat ou équivalent. Voilà, ça c'est les critères que nous, assurance maladie, ils doivent être remplis pour, pouvoir bénéficier, de l'aide de l'embauche d'un assistant médical. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions. Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Donc, on voit, de par le témoignage de Madame Le Bonnoy, que en fait, le rôle de l'assistant médical va aussi beaucoup dépendre du médecin avec qui il travaille. Voilà, il y a une formation, en effet, mais on entend bien dans votre témoignage que le lien va être différent suivant le médecin, que les choses qui vont être demandées ne seront pas forcément les mêmes. Donc, je pense que ça, c'est important aussi. Vous, vous êtes aussi à temps plein avec un seul médecin. Oui. Ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, il y a ces petites différences-là. Et j'aurais voulu juste préciser pour Madame Beuret, euh, il y a, il me semble, des médecins qui n'ont pas besoin d'augmenter leur patientèle, qui ont déjà le taux nécessaire pour avoir un assistant médical. Parce que lors de votre présentation, vous disiez voilà une augmentation du nombre de patients, mais je crois, il me semble que certains médecins ont déjà droit sans augmenter leur patientèle. Oui, parce qu'ils ont déjà une forte patientèle, aussi bien ce qu'on appelle nous patientèle médecin traitant ou que patientèle file active. Donc là, c'est au moment du simulateur, de la calculatrice, que là, voilà, on voit que bah, il manque quelques patients pour atteindre cet objectif. Donc c'est vraiment une plus-value d'embaucher un assistant médical, puisque les objectifs sont quasiment atteignables, enfin atteints. Voilà. Voilà, donc c'était important de le préciser. Donc on a une petite
questions dans le chat, mais je reprendrai à la fin. Donc, je vous remercie toutes les deux pour votre intervention. Merci beaucoup. Et on va passer à l'intervention de Linda Djerbal pour médiatrice santé, donc à la CPTS pour le quartier de Planoise. Donc, Linda, on t'écoute. Oui, bonjour, hop. Bonjour à tous, Linda Djerbal, médiatrice santé à Planoise. Ça fait maintenant trois semaines que je suis sur le terrain. Aujourd'hui, on va vous présenter le métier de médiatrice, ses missions. Voilà, je commencerai par une petite définition sur la médiation. Donc, c'est un nouveau métier. Je ne sais pas si le diapo est bien. Peut-être mettre en plein écran. Plein écran, oui. Mm. Attendez. Oups. Excusez-moi. C'est vrai que même pour les autres Ouais, diaporamas, ils apparaissaient pas forcément en plein écran. ça paraît là? Non. Non. Bon, sinon on peut faire. On voit quand même, hein. Partager. Non, on ne voit pas. En fait, c'est le petit carré à côté du zoom, le petit carré avec un trait au milieu pour mettre en plein écran. À côté du moins plus. Mais sinon, on voit quand même, c'est pas très grave. Oui. Sinon, aussi, On y va comme ça, c'est tout bon. c'est tout bon. Mais moi, je suis un peu. Vous ne pouvez pas le partager, vous, peut-être. Excusez-moi. Non, c'est bon comme ça peut le C'est faire. bon? Oui. Merci, Nassim. Vas-y. Du coup, la médiation en santé, c'est un nouveau métier visant à réduire les inégalités sociales de santé, à lever les obstacles du parcours de soins de la personne. Elle consiste à créer une interface entre les différents acteurs du système santé, les personnes en difficulté dans leur parcours de soins et de prévention. Les actions mises en œuvre dans ce cadre participent à un changement des représentations et des pratiques entre le système et une population qui éprouve des difficultés à y accéder. Après, je ne sais pas comment passer d'un diapo à un autre. Avec la flèche. Ben, là, j'arrive pas à descendre. Sinon, bah, peut-être Nassim, tu peux passer le diaporama, s'il te plaît? Ouais. Ce sera peut-être Sinon, plus tu simple. cliques sur la Merci. diapo 3. Tu cliques sur la diapo 3 à 4 à gauche, mais attends, je vais te présenter ça. Regarde. Sinon, on fait son diapo. Voilà. Ah, merci. C'est bon? Non. Oui. Donc, la médiation en santé, on commence à parler bon, la médiation en santé en quelques mots, c'est bon. Le quartier de Planoise, comme j'exerce sur un quartier riche en multiculturalité et ses habitants, c'est 15 338 habitants. Il y a plus de 80 ethnies à Planoise. C'est le plus grand quartier prioritaire de la ville de Besançon. Donc, il se distingue par un tissu associatif dense et une offre de soins environ 130 soignants de premier recours et 4 pharmacies. La médiation en santé à Planoise consiste à la réalisation d'un diagnostic de terrain en premier temps et à aller vers les professionnels de santé pour les rencontrer et afin d'échanger sur les spécificités de leur exercice et leurs besoins. Il faut noter aussi que mon collègue a déjà accompagné l'équipe des soignants à la création d'une MSP, une maison de santé pluridisciplinaire, une équipe de 8 soignants, 3 médecins généralistes, sages-femmes, 3 infirmiers et une orthophoniste fédérés autour d'un projet de santé. Parmi les missions de médiateur, c'est faciliter l'accès aux soins,
Donc, on accompagne les patients dans leurs démarches administratives, les mises à jour des dossiers des comptes améliorés, la création et l'accompagnement de déclaration médecin traitant. On les aide à la prise des rendez-vous avec les professionnels de santé et on les informe sur leurs droits en matière de santé, tout ce qui est l'AME, la la C2S. Oui, on accompagne toute personne en situation régulière ou pas. Donc, on n'a pas un public spécifique. La deuxième mission, c'est l'orientation et la coordination du parcours de soins. On aide à l'orientation vers les bons interlocuteurs. Par exemple, je vous donne un cas concret. Une jeune femme que j'accompagne est arrivée en France en 2021, ne maîtrise pas la langue française. Au début, c'était juste pour prendre rendez-vous avec un médecin traitant et l'accompagner le jour de rendez-vous. Mais lors d'un notre échange, je vois sur Doctolib qu'elle a pris d'autres rendez-vous avec d'autres spécialistes, des gynécos et un dermatologue, mais elle n'a pas choisi le bon choix. Genre, gynéco, c'est pour un suivi de grossesse alors qu'elle elle n'est pas enceinte. Donc, j'ai essayé d'expliquer vraiment les démarches à suivre pour les prises de rendez-vous. La troisième mission, c'est la mobilisation des professionnels de santé sur des actions de prévention. Donc, on essaie d'impliquer les pros de santé dans les actions du quartier. On anime des ateliers, ils animent des ateliers avec les habitants de prévention et de sensibilisation en partenariat avec les maisons de quartier et les clubs sportifs. Et on a aussi la médiation entre patients et professionnels de santé. C'est vraiment de l'accompagnement physique aux différents rendez-vous médicaux afin de garantir l'accès, la suite des soins et il n'y aura pas de rupture en fait. Et faciliter aussi le dialogue entre le professionnel de santé et le patient. Il y a aussi un autre point, nous on fait appel aux profs de santé pour quand il s'agit d'un accompagnement d'une personne, mais aussi les pros de santé, ils peuvent faire appel à nous pour si la situation nécessite. Un travail en réseau avec les acteurs locaux, donc la mise en place de 2 permanences. Actuellement, j'ai 2 permanences à la maison de quartier de Planoise, chaque mardi après-midi de 14h à 17h, et une autre permanence dans une autre association les mercredis après-midi de 14h à 17h, afin que les personnes peuvent venir et les aider dans leur accompagnement. Et en fait, on fait un travail de collaboration avec les associations, les travailleurs sociaux et les structures médico-sociales. Voilà, merci de votre écoute et je passe la parole à mon collègue médiateur santé sur Bâton afin de compléter sur le métier de médiateur à Bâton. Merci Linda. Julien, Bonjour on à toutes et à t'écoute. tous. Je pense que ma collègue a fait une super présentation du métier de médiateur. Moi, il y a quelques petits points sur lesquels je voudrais revenir. La médiation en santé, c'est un métier qui est assez récent. Le référentiel date de 2017. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de formation à proprement dit du métier de médiateur en santé. Il y a un DU qui existe d'une quinzaine de jours, mais il n'y a pas forcément comment ça s'appelle, de formation vraiment à proprement parler du métier de médiateur en santé. Donc les profils des médiateurs sont vraiment complètement différents. Moi, je suis infirmier, par exemple, à titre personnel. J'exerce sur le quartier Battant en tant que libéral depuis 10 ans. J'ai conservé une petite partie de mon activité et là, je suis médiateur en santé, ce qui fait que je connaissais quand même, je pensais connaître les structures exerçant sur le quartier Battant et finalement, après coup, je me rends compte que je ne les connais pas du tout, en fait, en tout cas pas dans les détails et je ne connaissais pas leurs critères, par exemple, d'inclusion et d'exclusion. Donc, c'est vraiment des profils complètement différents. Comme les quartiers, en fait, ce qu'on appelle les QPV, les quartiers prioritaires politiques de la ville, sont complètement différents. Le seul dénominateur commun qu'on pourra avoir entre les quartiers, c'est vraiment le niveau socio-économique qui est inférieur à celui qu'on a sur la moyenne de la ville dans laquelle le quartier est représenté. Dans les critères d'inclusion, il faut que les villes fassent plus de 10 000 habitants. Et après, on est vraiment sur des chiffres, on est vraiment sur du chiffrage là. Par exemple, sur Besançon, il y a environ 23% des ménages byzantins qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Planoise, par exemple, le taux de pauvreté il est environ 55%. Sur Battant, on est à 40%. Ce qui fait que du coup, on a des profils différents, mais c'est vraiment l'un des seuls dénominateurs communs, on va dire, des QPV. Après, pour le reste, tout est différent. Ma collègue Linda disait que sur Planoise, il y a à peu près 15 000 habitants. Nous, sur Battant, on est 4 000 habitants. Donc déjà, on est beaucoup moindre. Beaucoup de professionnels libéraux sur, comment ça s'appelle, Planoise. Nous, sur Battant, on est très pauvres. Par contre, on a un tissu associatif qui est un peu plus important. Donc c'est vrai que à partir de là, il faut vraiment s'adapter aux structures qu'on a en place, voir un petit peu les composants du quartier, le connaître quand même suffisamment pour pouvoir y exercer, parce que ça prend quand même un certain temps de connaître un petit peu les tenants, les aboutissants du quartier. On ne peut pas forcément arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Il faut déjà quand même connaître un petit peu l'endroit dans lequel on va exercer. Pour revenir au QPV, en France, en 2022, il y avait quand même 1500 quartiers prioritaires de la ville. Ça représente environ 6 millions d'habitants. Donc, là, voilà, on se rend compte que on touche ça sur Besançon, quoi. Il y en a quand même plusieurs, hein. Sur le niveau des chiffres, Orchamps-Palan, par exemple, il y a aussi un taux de pauvreté de 50%. Donc après, nous, on est deux médiateurs pour l'instant à exercer. C'est vrai qu'on se rend compte que chaque quartier aurait besoin justement de ces médiateurs pour créer cette interface, comme disait ma collègue, entre les différentes structures. Euh, Dans les démarches d'accompagnement, là, c'est pareil, on se retrouve à avoir des démarches qui sont différentes et propres à chaque besoin. Nous, rue Battant, par exemple, on a la rue Champron qui concentre pas mal de structures associatives. Tout ce qui est boutique Jalantide, les équipes mobiles de prévention précarité, on a le SAS, le service d'accueil social, par exemple, et qui fait qu'on a une concentration de population à cet endroit-là, avec une forte zone de passage, parce qu'on est la première rue qu'on traverse lorsqu'on arrive à Besançon depuis la gare. Donc ça fait vraiment une concentration de population qui est complètement éclectique. Et à ça, on rajoute les habitants de Battant qui sont là depuis des années. Moi, j'ai des mamies en charge et des papis en charge qui sont là depuis 60 ans, 70 ans, qui habitent vraiment Battant, même pour certains 80 ans, quoi. Et c'est des gens qui sont invisibles et isolés. Donc vraiment, le métier de médiateur, il consiste vraiment à aller vers ces publics-là qui sont parfois difficiles d'accès et puis, une composante de faire avec. Par exemple, moi, j'ai privilégié les circuits courts, notamment dans l'accessibilité aux soins dentaires. Je me suis permis d'aller voir une dentiste qui est rue Battant, la seule qu'on ait. Je lui ai posé la question poliment, savoir si elle acceptait de prendre en charge des nouveaux patients, ce à quoi elle a répondu oui. Et ce qui fait qu'on a pu désengorger tout ce qui était soins dentaires assez rapidement parce qu'elle joue le jeu. Et puis, les usagers jouent le jeu aussi parce qu'ils sont quand même ils sont assez contents, pardon, d'avoir quelqu'un qui les accepte et qui les accueille. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis après, pour le reste, on fait vraiment en fonction du tissu social qui est implanté dans le quartier. Nous, on a une banque solidaire, par exemple, voilà, qui permet d'avoir des crédits pour des gens qui ont peut-être besoin de soins dentaires, qui sont un peu justes à un niveau financièrement, mais pour qui les banques ne prêteraient pas. Et là, on peut faire appel à eux, avec des épiceries sociales, par exemple. Donc voilà, on a des accompagnements individuels en termes de soins dentaires, mais après, on a des choses un peu plus collectives sur des actions de prévention. Et on s'adapte un petit peu au quotidien, aux demandes en fait, pour lesquelles on est sollicité. Voilà, j'ai à peu près terminé pour compléter la présentation de ma collègue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, merci beaucoup Julien. Donc on voit en effet aussi tous les deux dans vos deux présentations, comme on l'a dit, comme vous l'avez souligné, c'est vraiment voilà le métier de médiateur. Déjà voilà, vous n'avez pas forcément la même formation. Voilà, il peut être très différent suivant de d'où on vient, de quelle formation on est issu. Et puis aussi, il est très différent d'un quartier à l'autre. On s'en aperçoit aussi. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai quelques questions que je vais vous poser. Donc, il y en avait une première, mais j'ai vu que Jean-François avait répondu, mais je vais quand même la relire. Bonjour, j'aurais aimé savoir si pendant les 2 années de formation IPA, pendant les 15 jours en distanciel, y a-t-il des cours en e-learning ou bien pourrais-je continuer mon activité ces 15 jours-là au sein de mon cabinet? Donc ça, c'était pour les IPA. Et du coup, Jean-François, j'ai vu que tu avais Oui, répondu, pas de e-learning. non, il n'y a pas de e-learning. C'est la vraie difficulté pour les infirmiers libéraux qui souhaitent entrer en formation IPA, à savoir les 15 jours où je suis en cours et encore pire, les 2 mois de première année de stage et les 4 mois de deuxième année de stage, comment je fais vis-à-vis de mon cabinet. Donc, soit, ça c'est du retour d'expérience, il n'y a pas de solution miracle, hein. Soit on a un associé qui est sympa et qui prend en charge les patients le temps que je suis à la fac,
ou soit je prends un remplacement le temps que je suis à la fac ou en stage. Ouais. Voilà, ça c'est une difficulté. D'où l'aide d'ailleurs financière de l'assurance maladie et de la RS combinée pour essayer en tout cas d'assouplir les charges financières pour nos collègues infirmiers libéraux. Merci Jean-François pour ces précisions. Donc, une deuxième question de Stéphanie. Où trouver les offres d'emploi relatives à la fonction d'assistante médicale ainsi que celles de médiateur en santé sur le secteur de Besançon et GPIM? Donc, pour les offres d'emploi, je ne sais pas, Madame Beuret peut-être? Bah, nous, assurance maladie, on n'a pas de listing ni de lieu. Après, à moins de vous retourner vers l'organisme de formation qui peut-être commencera maintenant à former des personnes et qui ne sont pas déjà employées d'un cabinet médical. Mais nous, on n'a pas de liste proprement dit de... Voilà. Après, je pense que l'idéal, c'est de démarcher les médecins pour voir si ça peut les intéresser. Sinon, il y a un groupe sur Facebook aussi, assistante médicale, un nouveau métier, où là, il y a pas mal d'échanges entre nous, il y a pas mal justement de propositions d'emploi ou de gens qui recherchent un emploi sur le groupe. Très bien. Et après, ben, il y a les sites habituels, hein, LinkedIn, enfin les sites d'offres d'emploi habituels, puisque nous, pour nos deux médiateurs santé, on a fait des offres d'emploi traditionnelles via France Travail, etc. Donc après, il faut. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autres postes de médiateurs santé sur les autres quartiers politiques de la ville sur Besançon, en tout cas pour répondre à la question. Mais bah, on espère, on aimerait bien développer ce métier-là et dans l'idéal, qu'il y ait un médiateur par quartier politique prioritaire de la ville, ce serait fantastique, comme l'a souligné justement Julien. Alors, j'ai une autre question pour les médiateurs, je pense, parce que c'était pendant l'intervention de Julien. Stéphanie qui demande comment s'appelle ce DU de 15 jours et où s'inscrire. Donc, je crois que c'est Julien qui a parlé d'un DU. Oui, tout à fait. Des DU, il y en a plusieurs. Moi, j'avais regardé sur Internet, Université de Paris, de Lyon. Il n'y en a pas pour le moment à Besançon. Mais après, en ligne, c'est assez accessible, en fait, assez facile. Je crois qu'il coûte 1 500 € en termes de chiffres. C'est un peu les chiffres moyens que j'avais vus à droite à gauche. Mais après, voilà, il y a plusieurs universités, en tout cas pas Besançon pour le moment, mais Paris, Lyon, qui le proposent assez facilement. Merci. Et donc, deux questions qui se ressemblent. Alors, c'est des questions générales. Si l'un d'entre vous veut y répondre, mais en tout cas, pourquoi appelle-t-on ces métiers nouveaux métiers? N'ont-ils pas toujours ou plus ou moins existé? Et qui a l'initiative de ces nouveaux métiers? Est-ce au niveau gouvernemental, municipal? Donc, déjà, pour commencer à répondre, non, ces métiers n'ont pas toujours existé. C'est relativement récent, que ce soit pour les infirmières en pratique avancée, ou infirmiers d'ailleurs, et pour les médiateurs en santé, mais peut-être, Jean-François, Stéphanie, vous voulez compléter. Et pour les assistants médicaux aussi, c'est très récent. Alors, moi, je n'ai pas les dates en tête. Est-ce que les uns ou les autres, vous voulez compléter? Alors, les infirmiers en pratique avancée, ça a débuté en Amérique du Nord, Canada comme États-Unis, il y a à peu près une vingtaine d'années. En France, c'est un peu à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, à savoir l'évolution des pathologies chroniques. Juste une petite statistique, dans les années 50, 60%, voire 70% des consultations en médecine générale, c'était de l'aigu. Et aujourd'hui, on est à 76%, donc c'est une stat qui date de 2023, des consultations en médecine générale sont de l'ordre du chronique. Donc, on voit bien l'évolution en fait de la santé, et je pense que c'est ça qui, partiellement, pas totalement, explique l'émergence de ces nouveaux métiers. Alors, je mets médiateur un peu à côté, hein, dans le sens où je parle vraiment de la pathologie chronique, mais je pense surtout aux assistants médicaux et aux IPA. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Stéphanie et Anne, mais... Bah, c'est surtout le manque de médecins et le manque de rendez-vous à pourvoir aux patients qui avaient besoin d'être améliorés. Donc, c'est vrai que voilà, nos métiers, le vôtre comme le mien, je pense, permet aux médecins de se libérer pour d'autres pathologies qui peuvent pas être prises en charge par nous deux, quoi. Et par rapport aux nouveaux métiers, c'est vrai que moi, ça fait 15 ans que je suis dans le cabinet dans lequel je travaille. Quand je travaillais pour deux médecins au début, j'étais quasiment assistante médicale en fait. C'était pas officiel, il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien. Mais je faisais déjà quasiment
peu tout ce que je fais là. Alors, là, j'en fais beaucoup plus, mais je prenais quand même les tensions des patients, j'aidais les médecins pour les consultations nourrissons, je faisais les électrocardiogrammes, enfin, voilà, il y avait déjà pas mal de choses que je faisais qui s'est arrêté parce qu'après, il y a eu trop de téléphones, trop de choses comme ça. Mais c'était un métier, ça fait 15 ans que je fais en fait. Oui, comme on le disait au début, la démographie médicale fait aussi que se développe ce type de métier pour que les médecins puissent gagner du temps. Et on voit bien que grâce à vos interventions des uns et des autres, il y a un réel gain de temps. Madame Buret, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à cette question-là. Ben, juste par rapport à assistant médical, les données que j'ai en tête, moi, le dispositif assistant médical a été mis déjà en place depuis 2019. Après crise Covid, ça s'est un petit peu, voilà, tassé. Et ça a bien repris depuis, puisque aujourd'hui, enfin, à janvier, on était à 65 contrats assistants médicaux dans le Doubs qui étaient signés. Donc on a 65, voilà. Donc c'est Oui. plutôt Et pas donc, mal. c'est tous des métiers au niveau qui sont développés au niveau national, hein. National, bien sûr, oui. Mm. Mm. Voilà, donc j'espère qu'on a Bon. répondu. Juste un petit point concernant les médiateurs de santé, en fait, ça date de la loi de modernisation de santé de 2016, donc c'est quand même pas si vieux que ça. Sachant qu'avant, il y avait quand même des éducateurs de prévention, il y avait pas mal de choses, donc le nom change un petit peu, mais clairement, ça date de 2016 avec un référentiel pour le métier de médiateur de santé qui date, lui, de 2017. Ensuite, comme disait Madame Beur à l'instant, il y a eu le Covid qui s'est greffé à tout ça, donc tout a été mis un petit peu en suspens quand même pendant pas mal de temps. Et concernant les quartiers prioritaires politiques de la ville, en fait, c'est une refonte de ce qu'on appelait avant les zones urbaines sensibles et le contrat urbain de cohésion sociale. En fait, on fait une refonte pour créer ce qu'on appelle les QPV maintenant. Donc après, c'est des décisions d'ordre gouvernemental, hein, mais clairement, ça a permis aussi de refondre un petit peu les choses pour un petit peu dispatcher les moyens différemment et puis être peut-être plus efficace sur le terrain. Voilà. Eh ben, en tout cas, je remercie vraiment nos intervenants pour leur intervention qui était très, très intéressante. Je pense qu'on a tous appris beaucoup aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous. Merci aux participants. Donc, on va simplement vous donner la prochaine date de notre webinaire avec le prochain thème. Donc, pour notre prochain webinaire, alors, je vais peut-être partager. Hop, voilà. Donc, notre prochain webinaire sera sur le thème de l'obésité. Ce sera le 3 avril 2025, l'obésité, quelle prise en soin sur le territoire. Et donc, on aura trois intervenants, le REPOP, la Béline et le CSO. Mais on vous transmettra donc l'invitation comme habituellement. Donc, merci beaucoup à tous pour les interventions. Et puis, on vous dit à très bientôt. Donc, n'hésitez pas si vous n'avez pas pu voir l'intégrité de ce webinaire. Donc, il est enregistré et sera visionnable sur notre site Internet d'ici quelques jours. Merci à tous et au revoir.